Analyser les résultats du scrutin d'hier. Alors si on résume la situation ce matin, on peut tirer, Paul, 4 enseignements. Alors la participation, d'abord, qui est meilleure que prévu. 6 points supérieurs à 2011, mais comparaison délicate. À l'époque, on ne votait que dans la moitié des cantons. On n'est pas non plus dans la catastrophe annoncée. Il faut croire que la dernière semaine de campagne, où les départementales sont devenues un enjeu national, ont réveillé les électeurs. Même si, n'exagérons pas, la moitié ont quand même fait autre chose hier que d'aller voter. C'est d'ailleurs plus sensible dans la région que pour la moyenne nationale, avec une participation régionale à 49,4%. Les Ardéchois sont, comme toujours, ceux qui votent le plus, 56%. L'enseignement numéro 2, ça c'était attendu, c'est la défaite de la gauche. Peut-être pas une déroute, mais une défaite, nette et sans bavure. Dans nos 5 départements, elle ne passe pas le premier tour. Dans la moitié des cantons, et paye cash à la fois l'impopularité gouvernementale et ses divisions. La sanction vaut d'ailleurs pour les socialistes comme pour la gauche de la gauche, qui ne fait pas non plus, c'est le moins qu'on puisse dire, des scores époustouflants. Et puis l'implantation du Front National, bien évidemment. On n'est pas nationalement aux 30% annoncés par les sondages, mais la présence au second tour est massive. Dans notre région, c'est 8 cantons sur 10 où le Front National sera dimanche prochain au second tour. Justement, on va revenir sur cet indicateur qui illustre parfaitement la place qu'a occupé le Front National dans cette élection. C'est bien sûr la présence du FN au second tour dimanche prochain. Le point avec Sandra Méallier. Pierre Latte persiste et signe. Dans le canton de Tricastin, une fois encore, le Front National s'affiche aux premières loges. Avec 37% des voix, il s'offre un duel contre l'UMP arrivé en tête. Dans la Drôme, les candidats frontistes accèdent ainsi au second tour dans 15 cantons sur 19, le plus souvent dans le cadre de triangulaires, les opposants au PS et à l'UMP, comme à Grignan, où le binôme FN se taille la part du lion et s'imagine déjà au conseil départemental. Dans la Loire, la patronne du Front peut sourire. Ses candidats se maintiennent dans 18 des 21 cantons ligériens, du jamais vu. À Rive-de-Gier, le parti Le Péniste accomplit même une performance en devançant de 5 points l'UMP Jean-Claude Charvin, maire de la commune depuis 20 ans. Reste à savoir si les électeurs de gauche suivront les appels à faire barrage à l'extrême droite. Dans les cas de duel gauche et FN, en revanche, la droite n'a donné aucune consigne de vote. Dans le département de l'Ain, le président sortant, le socialiste Rachel Mazuir, fait lui-même les frais de la percée Front National. Dans son canton de Césaria, il est relégué à la 3e place à l'issue du premier tour. Le FN s'est qualifié dans 17 cantons sur 23, y compris à Attigna, où l'un des 2 candidats s'était vu retirer l'investiture suite à des propos racistes et antisémites tenus sur Internet. Dans le Rhône, le canton d'Ans est le seul et unique où le Front National ne figurera pas au second tour. Les chances frontistes d'obtenir des sièges sont toutefois limitées, en dépit de scores importants remportés hier, comme à Glazé, où il est arrivé premier. En Ardèche, le parti de Marine Le Pen affirme être en mesure de s'imposer dans plusieurs cantons. Dimanche prochain, il disputera 8 triangulaires, comme à Annonay ou Aubenas, et 4 duels. Au total, sur notre région, le Front National s'alignera au second tour dans 76 des 93 cantons. Alors dans cette édition spéciale, nous serons en direct dans nos différents départements avec nos correspondants. Nous aurons également un certain nombre d'invités politiques en duplex. Et puis, Paul, il y a aussi des invités sur ce plateau, là vous les voyez déjà. À commencer par Daniel Navroux, bien évidemment. Bonjour Daniel, Bonjour. Notre politologue spécialiste qui a passé une bonne partie de la nuit à éplucher tous les résultats avec parfois des conclusions surprenantes. On verra ça. Damien Abad, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP du département de l'Ain et peut-être futur président de ce département. Ça, on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, vous avez plutôt réussi un bon résultat hier dans ce département qui devrait à coup sûr basculer à droite. On en parlera avec vous. Il y a Bruno Bernard qui est avec nous. Bonjour, monsieur Bernard, qui est le responsable régional d'Europe Écologie Les Verts. Et vous pourrez avec nous commenter ce que je disais tout à l'heure, les scores de la gauche qui ne sont pas forcément surtout excellents. les scores écologistes. Hein, je commenterai surtout les scores écologistes. oui, on vous demandera de commenter les scores de la gauche de manière plus globale et ses divisions en tout cas. Et puis Fabienne Lévy, bonjour. Bonjour. Présidente de l'UDI dans le département du Rhône. Et est-ce que l'UDI va pouvoir conserver le Rhône? C'est une des questions, ça paraît quand même un peu compliqué, mais on va en reparler tout à l'heure. On va à présent faire le tour de nos 5 départements pour bien saisir la donne ce lundi matin. Et on va commencer par celui dont on peut dire d'ores et déjà qu'il va passer de gauche à droite. Il s'agit du département de l'Ain. Bonjour Émilie Rousseau, c'est un défi pratiquement impossible pour la majorité départementale de gauche.
Oui, tout à fait. Il y a deux informations à retenir de ce scrutin. C'est effectivement la montée en puissance de la droite, le retour aux affaires de la droite et la montée du Front National. Alors, on peut parler de double vague, vous l'avez dit, une vague bleue d'abord. Celle-là, on l'attendait, peut-être pas dans cette ampleur. La droite qui fait 34% des suffrages et qui est en tête dans 17 cantons sur 23. Difficile dans ces conditions d'imaginer que le département ne bascule pas à l'issue du second tour. Et puis une autre vague, bleu marine, celle-là, le Front National se maintient dans 17 cantons au second tour. C'est un record historique pour une élection locale. Alors si on regarde son score, le parti fait effectivement moins qu'aux européennes. En revanche, il a gagné plus de 6000 voix par rapport à 2014. Et puis il arrive en tête à Replonge, Villars-les-Dombes, Châtillon-sur-Chalaronne et Meximieux. Alors vous l'aurez compris, c'est une lourde défaite pour la gauche qui arrive en troisième position avec près de 25% des voix. Et le meilleur exemple, c'est à Bourg 1 où son leader politique est en ballottage défavorable, Guillaume Lacroix, que nous avons rencontré ce matin et qui reconnaît un coup dur mais qui s'est déjà remis au travail. Il a réuni ses équipes avec un mot d'ordre, mobilisé pour le second tour et puis une consigne. Il appelle à voter républicain dans les 11 cantons qui opposeront le Front National et la droite au second tour. La droite qui, elle, ne se prononce pas pour le seul canton où la gauche sera opposée au Front National. Merci beaucoup Émilie Rousseau, vous étiez en direct depuis Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain. La Drôme, autre département où la gauche est en danger, elle a été éliminée d'ores et déjà dans 6 des 19 cantons. On va retrouver Hugo Chaplon en direct avec nous depuis le bureau de France 3 à Valence. Ce n'est pas complètement perdu, Hugo, mais ça va être compliqué. En tout cas, fini la large majorité du Conseil général sortant. Et oui, Paul, on pouvait s'attendre à une déroute de la gauche qui partait divisée. Eh bien, pas tant que cela. Si 2 candidats ont été sortis au premier tour, la majorité départementale sera présente au deuxième dans 17 cantons sur 19. 3 duels l'opposeront à la droite, 2 au FN, 1 face à une liste divers gauche. La majorité peut aussi prétendre à se maintenir dans 8 triangulaires. La droite, elle arrive en tête dans 10 cantons sur 19 et peut se maintenir dans 16 duels et triangulaires. Une bascule à droite comme un maintien de la majorité de gauche reste donc possible et se jouera à 1 ou 2 cantons. Mais l'enseignement de ce premier tour, c'est la montée du vote frontiste. Le FN peut se maintenir dans 15 cantons et peut-être en gagner un, celui de Grignan. Le binôme FN arrive là-bas largement en tête devant le PS et l'UMP. 2 cas de figure donc sur ce canton, soit le candidat UMP 3e se retire pour faire barrage au Front National, soit c'est le statu quo et ce canton serait acquis par le FN. Des tractations à droite sont actuellement en cours et l'UMP devrait annoncer sa décision à 18h ce soir lors d'une conférence de presse. Merci Hugo pour toutes ces précisions. On va en Ardèche, situation également tendue, mais cette fois la gauche est plutôt en ballottage favorable. Bérangère Bourgeot, bonjour, rien n'est joué, mais je le disais, un léger avantage pour la majorité sortante. Oui, effectivement, bonjour. C'est ce que nous dit ce scrutin. La gauche est sur le point de conserver l'Ardèche. Elle est en tête dans 11 sur 17 cantons. Hervé Solignac, qu'on disait menacé sur son canton, est largement confirmé sur son terrain avec 41% des voix. C'est le plus haut score de la gauche sur le département. Les jeux ne sont pas faits en revanche au Cheylard. Jacques Chabat, le candidat de la droite, est en ballottage certes défavorable face à Maurice Weiss, mais la question est sur qui se reporteront les 19% du Front National qui n'a pas réussi à se hisser au second tour. En revanche, Jacques Dubail, le chef de file de l'opposition du département, a lui réussi l'exploit et il est le seul sur la région à être élu dès le premier tour sur son canton de Guy-Rangrange en ayant plus de 50%, 50,17% des voix. La gauche donc est confiante, mais la gauche devra resserrer les liens pour l'emporter. Les dissidences représentent plus de 10% du scrutin, un réservoir indispensable pour la victoire. Or, le parti Europe Écologie Les Verts vient d'annoncer qu'il appelait ses électeurs à ne pas soutenir la majorité départementale. Pas sûr que les militants suivent cette consigne. Ce sont en général des électeurs de gauche.
L'Ardèche n'échappe pas à la montée du Front National. Il représente 24% sur le département. Il n'a jamais été aussi haut. Ils sont présents dans 12 cantons au second tour. On se rappelle qu'en 2011, seuls 2 candidats avaient réussi à passer la barre du premier tour. À noter, comme l'a dit Sandra, 4 duels. Gauche FN en Vallée du Rhône, là où on attendait le haut score du FN, à Bourg-Saint-Andéol et Auteuil. Et 2 duels droite FN à Aubenas et à la Mastre. Donc on note que l'Ardèche se singularise par un bon score de la gauche qui totalise 43% au total, une avance à confirmer au second tour. Merci Bérangère. Autre bascule très probable cette fois au sein de la droite, on parle du département du Rhône, où l'UMP et le FN ont frappé un grand coup hier soir. C'est vrai, alors le Front National d'abord. C'est complètement inédit. Dans cette terre centriste qu'est le Rhône, il est présent au second tour dans 12 cantons sur 13, c'est-à-dire partout, sauf dans le canton d'Ans, où se déroulera un duel entre l'UMP et l'UDI et le présidentiel de l'UDI, Daniel Pommeret. Performance d'autant plus notable qu'il n'y a aucune triangulaire dans ce département qui, je vous le rappelle, est amputée de la métropole lyonnaise, pas concernée par cette élection. Deuxième élément, vous l'avez souligné, c'est l'offensive de l'UMP menée par le député Christophe Guillotot pour prendre la majorité départementale. Si on considère que le Front National, malgré sa présence massive, aura du mal à s'imposer quel que soit le canton, l'UMP devrait donc rafler la majorité absolue dimanche prochain, à moins de trahisons improbables en faveur de l'UDI Daniel Pommeret. On en parlera tout à l'heure avec Fabienne Lévy. À noter que la gauche, qui craignait de disparaître et avec elle toute opposition au sein du département, devrait sauver son canton de l'Arbrel, où le sortant Bernard Chavreau, associé à Sheila McCarron, part favori contre un binôme du Front National. Ils sont à égalité au premier tour, mais il y a une importante réserve de voix en faveur de ce binôme socialiste. Alors le sénateur maire de Lyon, patron de la métropole, est sorti de son silence ce matin. Gérard Collomb a donné une conférence de presse en fin de matinée. Il réagit d'abord sur les résultats des élections départementales et déplore la division à gauche. D'abord, évidemment, la situation économique, sociale qui est celle de notre pays aujourd'hui. On voit bien que nous sommes en difficulté. Et puis, une autre raison d'ordre politique, lorsque l'on va diviser à gauche devant les électeurs, évidemment, on n'a pas des bons résultats. On s'est aperçu par le passé qu'à droite, quand il y avait la division, c'était pas bon. À gauche, c'est la même chose. Donc ceux qui ne savent pas se rassembler connaissent forcément des difficultés. Dans la Loire, de manière globale, la droite part favorite pour le deuxième tour, mais le Front National, lui, est extrêmement présent. 18 cantons sur 21. C'est du jamais vu. Françoise Boissonnat, vous êtes en direct depuis Saint-Étienne. Bonjour Paul, bonjour à tous. Oui, vous l'avez dit, effectivement, on peut parler de percée extraordinaire du Front National. Le président du Conseil général sortant, Bernard Bonne, qui lui-même est en difficulté dans son canton redécoupé dans le Pilat. Ce sera la première fois de sa vie qu'au second tour, il sera dans une triangulaire. Eh bien, Bernard Bonne confiait hier sur notre antenne sa surprise et sa déception devant le score du Front National. 30,38% des suffrages dans la Loire, c'est énorme. Ça confirme quoi? Ça confirme la percée du FN depuis les municipales. Et puis ça confirme surtout, vous l'avez dit Paul, sa présence au second tour dans 18 des 21 cantons du département. Présence sous quelle forme? Eh bien, il y aura 9 triangulaires et 9 duels. Et parmi les duels, il y en a certains où le Front National va arriver en tête. C'est le cas de Rive-de-Gier, le fief de Jean-Claude Charvin, le maire de la ville, qui brigue ici son 6e mandat départemental et pour la première fois dans une élection locale, dépassé, n'arrive pas en tête. Pire, il est à 5 points derrière le Front National. Le Front National sera présent dans 6 duels face à la droite et dans 3 duels face à la gauche. À noter dans ces duels, un duel front-front, ce sera le cas à Firminy avec le conseiller général sortant, Marc Petit, front de gauche, qui sera opposé au Front National. Un autre duel, c'est une première aussi dans les cantonales, c'est Régis Juanico, qui est député socialiste et qui est le patron du PS dans le département. Et bien sur son canton, pour le deuxième tour, il sera opposé au Front National. Alors vous le savez, on en a parlé hier, que la gauche est désunie, vous-même en avez reparlé sur le plateau. Elle partait désunie dans 15 des 21 cantons du département, ce qu'elle paye cher. En 2011, la gauche comptait les cantons gagnés. En 2015, elle va compter ce qu'elle perd. Le PS et ses proches relativisent toutefois la défaite en obtenant 23% des suffrages sur la Loire. En tout cas, il y a une chose de sûre et une chose de claire, c'est la consigne de vote. À gauche, il y a une consigne de vote pour
sur le second tour, c'est barrer le Front National. Moins clair en revanche, la consigne de vote de l'UMP du département, c'est la même qu'au niveau national, hein, c'est du Nini. Alors elle vient de Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, qui au passage a perdu deux de ses conseillers municipaux qui se présentaient au cantonal, ont été éliminés dès le premier tour sur Saint-Étienne. Il en reste un, c'est Gilles Artigue, qui aura fort à faire dans une triangulaire sur son canton. Donc Gaël Perdriau pour l'UMP et Dino Cinieri, patron de l'UMP dans le département, tous deux en public se refusent à appeler, à donner des consignes de vote, et puis en aparté disent quand même que jamais ils ne donneront leur vote au Front National. Nul doute que l'heure est aux tractations maintenant, et notamment à gauche pour le second tour. En tout cas, il y a une chose sur laquelle la droite républicaine et la gauche s'accordent. Elles ont un espoir, c'est celui d'un sursaut citoyen, parce que dans la Loire, moins de 50% des électeurs se sont déplacés au premier tour. Alors, merci Françoise Boissonnat. Dans la Loire, la gauche s'attendait à passer une mauvaise soirée. Ce fut le cas. Même ses principaux leaders ont été accrochés. Exemple, dans le canton numéro 5 de Saint-Étienne, où Régis Juanico, le patron des socialistes ligériens, se retrouve donc, vous l'avez dit, au coude à coude avec le FN. Catherine Doll-Damiron, Damien Grousson. Bonsoir. Monsieur le Président, alors, on en est où de la participation à 17h30 là ? 40%. Il semble à l'aise, mais le député socialiste de la Loire est tendu. Est-ce que vous vous sentez en danger à cette heure-ci ? On n'était pas vraiment confiants jusqu'à maintenant et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, enfin en tout cas à cette heure-là, on change de position. On est plutôt sur la défensive ce soir. J'espère pouvoir bénéficier d'une prime, on va dire à la bonne cote que j'ai en tant qu'élu de terrain et de proximité par rapport à ce que devrait faire le score de la gauche. Mais Régis Juanico sait que ce sera très serré. Et pour affronter ça, il n'a que la solitude des chefs. Vous êtes souvent seul comme ça ? Non, pas du tout. En fait, c'est fait exprès. Hein. C'est-à-dire que mes équipes sont sur le terrain, ils tiennent les bureaux de vote, ils me transmettent les résultats. Et en général, ça se passe bien. Là, ce soir, c'est un peu plus dur, un peu plus difficile. On s'y attendait. Hein. On va être contre le Front National, Karina, hein, au second tour. Hein. Ils sont éliminés, l'UMP. Ouais, comme la dernière fois. Mais là, ça sera plus serré. Ça veut dire que dès demain, il faut déjà penser à comment on va essayer de mobiliser sur le terrain pour avoir la victoire la plus nette possible au second tour face au Front National. 20h, il est temps de rallier la préfecture. Là se trouve allié potentiel et adversaire affirmé. Juanico, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de célèbre. Il est depuis longtemps dans la carrière politique. Nous, on est des tout petits, on commence. Mais non, je n'ai pas peur de lui. Bonjour, ça va ? Préparer le communiqué de presse pour appeler à voter pour moi. Hein. Oh, il doit être très fier déjà. Inquiet, Régis Juanico veut s'assurer du report des voix de droite sur sa candidature, malgré les consignes nationales du Nini. Bon, on essaie d'être le plus clair possible quand même. Je redis la même chose tout le temps, mais je dis clairement aucune alliance, aucun compromis avec le Front National. Tout faire pour que le Front National ne soit pas au pouvoir. À partir de là, je ferai comme j'ai fait depuis tout le temps, je ne donne aucune consigne de vote. Je ne suis pas propriétaire des voix des électeurs. Soirée dangereuse. Sur son canton, Régis Juanico n'a qu'une avance de 0,02% face au FN. Daniel Navreau, on va s'arrêter un instant sur la Loire où vous avez une hypothèse pour ce second tour que je pourrais qualifier d'explosive. Bon, c'est une hypothèse peu probable, elle est même improbable, mais c'est un... Mais exposez-la. C'est impossible. Si je vous disais, la Loire pourrait basculer à gauche, on ne comprendrait pas. Vous avez mal dormi pour dire des choses pareilles. Ne basculera pas. Le département de la Loire est le département où le Front National fait son meilleur score, plus de 30%. Il fait en moyenne 27% sur Rhône-Alpes. Si le Front National confirme les tendances de ces dernières années, et donc qu'il maintient ses voix au second tour, voire qu'il progresse, eh bien, si dans un certain nombre de cantons où il y a un résultat incertain, il parvient à s'imposer ou à perturber le jeu électoral, on peut imaginer, difficilement, mais on peut imaginer que la gauche se retrouverait en position majoritaire. C'est pour ça que Bernard Bonne avait l'air si défait hier soir. Il y a les triangulaires. Les triangulaires sont inquiétantes pour la majorité sortante. Il y a des scores insatisfaisants pour la majorité sortante dans plusieurs cantons, y compris sur Saint-Étienne. Et donc il y a une micro-incertitude. Encore une fois, l'hypothèse la plus probable est bien évidemment celle d'un maintien de la Loire dans le camp UMP-UDI. Mais cette hypothèse est liée à la capacité du FN à avoir une dynamique de second tour et à être un parti de second tour. Encore une fois, plus en perturbant les élections qu'en ayant des élus, ce qui n'est pas totalement exclu, éventuellement sur les cantons sur deux cantons stéphanois, Saint-Étienne 6 et Saint-Étienne 7.
Alors Daniel, on va aussi faire le point sur la situation dans les départements alpins. Aucune surprise dans les Savoies, ce qui n'est pas du tout le cas en Isère. Alors, le département d'Isère est hautement symbolique et emblématique. La gauche est mal partie dans ce département. Elle est globalement, sur le plan départemental, en ballotage défavorable. Dans le Nord-Isère, la gauche subit une défaite très très lourde, avec Alain Cotalorda battu donc sur Bourgoin-Jallieu, avec un cas viennois un peu particulier. On y reviendra. Et puis sur le Sud-Isère, on a la confirmation d'un affrontement entre écologistes et leurs alliés et Parti socialiste, qui tourne plutôt à l'avantage du Rassemblement écologiste et Parti de gauche qu'à l'avantage des socialistes. Donc dans le Nord-Isère, un cas particulier qu'il faut quand même mentionner, voisin de Lyon, c'est le canton de Vienne 1. Le canton de Vienne 1, au second tour, se traduira par un duel entre le FN et le PS. Donc un binôme dont un des éléments est le député Erwan Binet. Erwan Binet qui avait été, vous savez, un des chefs de file socialistes pour défendre très engagé dans ce combat pour le mariage pour tous. Oui. C'est un canton à regarder à la loupe. Il ne faut pas exclure un succès du FN dans ce canton de Vienne 1, compte tenu d'un certain nombre de spécificités locales et puis du positionnement d'Erwan Binet. Et ça, c'est aux portes de Lyon. Alors, le département de l'Isère était dirigé par la gauche depuis 2001. Il devrait basculer à droite dimanche prochain. C'est du reste ce qu'a affirmé dès hier soir l'actuel patron du Conseil général, Alain Cotalorda, qui a été éliminé de premier tour dans son canton de Bourgoin-Jallieu. Il était du reste hier soir l'invité de la soirée électorale chez nos confrères de France 3 Alpes. Reportage Jordan Guéant, Maxime Kemener. Il a appris sa défaite en direct sur notre antenne pour Alain Cotalorda, l'épilogue d'une soirée sous tension. Mais vous me l'apprenez puisque j'étais en relation avec Bourgoin il y a 5 minutes. Il n'y avait pas encore d'éléments définitifs. Le socialiste président sortant du Conseil général est battu, éliminé dans son fief dès le premier tour, sorti de la photo par l'UMP et le Front National. Je savais que ça serait une échéance difficile. Un capitaine, quand il tient la barre du navire, c'est pas le premier à descendre, à partir. On dit que c'est souvent le dernier quand il y a du gros temps. Toute la soirée, pourtant, Bourgoin fut indécise. De comptages en recomptages, de vérifications en interrogations. La triangulaire, un temps envisagée salutaire pour le PS, n'aura finalement pas lieu. 134 voix, soit 32,90%. À l'issue du dépouillement, l'UMP vire en tête, le FN en embuscade, le PS défait. Mais ses électeurs déjà très courtisés arbitrent d'un duel à droite, un duel à couteau tiré. J'appelle tous les électeurs à voter pour moi. Nous, on est des maires, on est des adjoints, on a l'habitude de porter des projets concrets. Mon adversaire du Front National, il siège dans l'opposition à Bourgoin-Jallieu, il ne prend jamais la parole. Lui, il drague tous les quartiers, il va tirer toutes les sonnettes, bon, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je n'ai pas la possibilité de faire ça parce que je suis tout nouveau, moi, dans la politique, donc voilà. Un an après avoir pris la mairie, Vincent Schricky poursuit donc sur sa dynamique et ancre un peu plus encore Bourgoin-Jallieu à droite. L'ancien bastion socialiste est désormais bel et bien tombé. Bruno Bernard, vous êtes le responsable régional d'Europe Écologie Les Verts. Vous étiez à Grenoble hier soir, la ville qui est dirigée, la grande ville de la région qui est dirigée par les écologistes. J'imagine que les élections, pour vous, se suivent et ne se ressemblent pas. Autant ça triomphait au moment des municipales, autant hier soir, ce n'était pas vraiment le cas en Isère. Si, sur Grenoble, nous sommes en tête largement sur la ville de Grenoble avec plus de 29% des suffrages, qualifiés sur 3 cantons sur les 4 de Grenoble, sachant que le 4e sortait de la ville de Grenoble et donc était plus difficile pour nous, et en mesure de remporter ces 3 cantons grenoblois avec des duels face au Parti socialiste au 2e tour. Et si la gauche perd finalement le Conseil général de l'Isère ? Sur Grenoble, puisque ce sont des duels avec le Parti socialiste, quoi qu'il arrive, ça sera des élus de gauche au 2e tour. D'accord qu'il s'agit de diriger des départements. Donc si vous perdez la majorité, ce n'est pas une victoire. Mais c'est sur le Nord-Isère que la gauche perd dès le premier tour, d'ailleurs, comme on l'a vu avec le président du Conseil général. Parfois, d'ailleurs, nous n'avions pas présenté des candidats sur quelques cantons du Nord-Isère, et ça n'a pas suffi pour que le Parti socialiste soit présent au second tour. J'entendais ce que disait Françoise Boissonnat tout à l'heure. Dans la Loire, 15 cantons sur 21 où la gauche est partie divisée. C'était une stratégie suicidaire parce que ça coûte beaucoup d'élimination au premier tour, ces divisions.
C'est votre point de vue. Typiquement, sur le canton de Saint-Étienne que vous avez montré, par exemple, ce n'était pas une candidature socialiste de Régis Juanico, mais nous étions avec lui, avec un binôme ELVPS, ce qui pose d'ailleurs problème du comptage qu'a fait le ministère de l'Intérieur, puisqu'il compte les voix au Parti socialiste, par exemple, dans ce cas-là, et non pas ELV, et ce qui diminue totalement notre score réel. Par exemple, sur l'Isère, je reviens, nous avons officiellement 0% des voix en Isère, pour le ministère de l'Intérieur, alors que nous avons des résultats excellents sur l'Isère. J'aurais donné la parole un instant à nos deux autres invités, Damien Abad et Fabienne Lévy. En filigrane, depuis le début de cette émission, on n'entend parler que d'un parti, c'est le Front National, et du positionnement. Celui du Parti Socialiste hier soir a été on ne peut plus clair. Partout où il y a des duels entre l'UMP et le Front National, les dirigeants socialistes ont annoncé qu'ils voteraient pour le candidat de l'UMP. L'UMP, sa position, c'est plutôt le nini. Ça m'intéresserait d'avoir le point de vue de l'UDI sur la question. Fabienne Lévy. Très simple, le point de vue de l'UDI. Notre combat, c'est de soutenir tous les candidats républicains, d'où qu'ils viennent. Et si vous me posez la question que vous ne m'avez pas encore posée, Chabraud, qui est PS dans le canton de l'Arbrel face au Front National, nous appelons à voter pour le candidat républicain. Pas la même position, Damien Abad. Non mais écoutez, hier dans le département de l'Ain, le président du conseil général sortant socialiste, M. Mazure, est arrivé 3e dans son canton. J'ai cru comprendre que Manuel Valls avait appelé au désistement républicain. Or, j'apprends ce matin qu'il se maintient en 3e position, il se maintient alors qu'il n'a quasiment aucune chance de gagner. Donc on ne nous donne pas des leçons de républicanisme, qu'on ne donne pas de discours moralisateur. Dans le département de l'Ain, nous ne sommes jamais 3e. Dans les triangulaires, c'est la gauche qui est 3e, et qu'à chaque fois qu'elle est 3e et qu'elle peut se maintenir, elle se maintient. Donc le Front républicain à la carte, c'est effectivement le cas dans la gauche dans l'Ain. Alors on va écouter maintenant Joël Cheval, qui est le patron du Front National dans la Drôme. Il est avec nous en duplex depuis Valence. Bonjour Monsieur Cheval. Finalement, c'est dans votre département que le FN a la meilleure chance, si je puis dire, d'avoir des élus, et notamment à Grignan. Oui, absolument. Et d'ailleurs, les électeurs drômois ont démontré leur efficacité. L'efficacité du vote Front National, puisque nous avons éliminé dans bien des cas les candidats socialistes. Et nous pouvons donc assurer l'alternance dans ce département, faire basculer ce département dans le bon sens, à une condition cependant, c'est qu'il y ait la présence d'élus patriotes, d'élus bleu marine à l'Assemblée départementale, sans quoi évidemment rien ne changerait, ça continuerait à ronronner en rond si j'ose dire. Monsieur Cheval, que je comprenne bien le sens des mots, quand vous dites basculer, vous parlez de quelle bascule? D'une bascule de gauche à droite ou une bascule de gauche à l'extrême droite? Ce qui n'est pas la même chose, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'extrême droite. L'extrémisme, il est dans la bouche des observateurs, un certain nombre d'observateurs, ou dans la bouche de certains candidats. Je crois que les électeurs en ont ras-le-bol de ce terme extrême. On parle de républicains, nous sommes républicains. Nous sommes d'ailleurs très attachés aux valeurs de la laïcité. Nous luttons contre le communautarisme. Et la bascule dont vous parlez. Nous sommes en rien extrême. Je crois que l'extrême, ce sont le comportement et la perte de nerfs, en quelque sorte, d'un certain nombre de nos adversaires. Et pour la bascule dont je parlais, c'est-à-dire que vous vous mettez dans la position aujourd'hui de faiseur de roi, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'élus pour faire pencher une majorité dans un sens ou dans un autre, ou vous avez des ambitions encore plus grandes ? D'accord, c'est le but. C'est bien le but, c'est d'avoir un groupe à l'Assemblée départementale, pour le moins, pour orienter les dossiers dans le bon sens, dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'intérêt en particulier des Drômois, pour plus de France, pour plus d'argent pour nos collèges, nos routes, nos personnes âgées, nos handicapés, et avec la maîtrise des dépenses, des mesures d'économie et la baisse des impôts locaux. Mais tout ceci ne se fera pas sans la présence d'élus du Front National, bien évidemment. Le paradoxe, Monsieur Cheval, c'est que le Front National est effectivement très présent dans la Drôme. Vous serez, que je reprenne mes petites notes, vous serez dans 15 cantons sur 19. En revanche, vous n'êtes pas en capacité de remporter ce département, c'est-à-dire d'avoir une majorité Front National. Mais écoutez, il suffit que l'on ait déjà plusieurs élus
pour faire, si j'ose dire, la pluie et le beau temps, en quelque sorte, puisqu'on peut jouer un rôle charnière. Nous sommes des personnes de responsabilité et nous pouvons juger sur pièce si les dossiers vont dans le bon sens ou pas. Et effectivement, nous avons, aucun sectarisme. Nous sommes des gens pragmatiques et nous considérons uniquement l'intérêt général des Dromois. Merci beaucoup Joël Cheval de vous être rendu disponible pour participer à cette émission spéciale. Juste un mot Daniel sur ce positionnement du Front National et notamment sur ce rôle, je le disais, cette expression qui est assez triviale, mais le rôle de faiseur de roi. Oui, alors sur la Drôme, on va rester sur la Drôme. Il y a effectivement le canton de Grignan, il y a Montélimar 2 qui est également un peu tangent. Puis il faudra surveiller, malgré tout. Bon, Montélimar 1, là, il y a, le duel est avec la droite, donc là, je pense que la droite l'emportera sans difficulté. À surveiller quand même également les cantons de Romans et de Saint-Vallier, plus au nord. Mais donc on voit bien le sud drômois, le Tricastin, les deux cantons de Montélimar et Grignan. Le score est supérieur à 30% systématiquement pour le FN. On est proche du Vaucluse et du Gard. En tout cas, s'il y a des élus Front National quelque part dans la région, ce sera dans la Drôme vraisemblablement. Dans la Drôme, peut-être dans l'Isère, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis à surveiller également, malgré tout, la Loire. Et bien justement, la Loire, on va y aller, Paul, avec Jean-Claude Tissot qui est avec nous. C'est le leader de la gauche dans le département de la Loire. Bonjour, monsieur Tissot. J'ai envie de dire, vous avez une grosse colère ce matin, semble-t-il, et notamment sur la désunion à gauche. Une grosse colère, oui. Enfin, une grosse colère. On va dire, on va modérer les propos de certaines personnes. On fait simplement un constat, c'est que les endroits où nous sommes alliés, les forces de gauche, nous réussissons. Donc, à partir de ce constat-là, bien évidemment, on peut regretter les cantons où on a une division, bien sûr. Ce résultat, alors vous parlez beaucoup de la désunion, mais il y a quand même un autre message qui est envoyé par les électeurs hier soir, un vote sanction vis-à-vis de la politique aujourd'hui suivie par le gouvernement. Oui, bien sûr, on l'appréhende bien de cette manière-là, mais ce qui est regrettable, c'est que c'est une sanction de la politique nationale. Aujourd'hui, ici, nous parlons de politique départementale. Et je ne vais pas refaire la genèse de notre campagne électorale, mais comment on a réussi à travailler avec certaines forces de gauche. On s'est mis autour d'une table pour écrire un programme, et autour de ce programme, on s'est associé ou non. Et c'est vrai que le Front de gauche a quitté la table trop tôt. J'espère que pour le deuxième tour, on arrivera à retravailler à nouveau ensemble. Je vais juste poser une question à M. Bernard sur cette histoire de programme, de se mettre ensemble tout autour d'une table. Oui. Pourquoi ce qui a marché, semble-t-il, sur un certain nombre de cantons dans la Loire, finalement, n'a pas marché ailleurs, selon vous? Il y a eu beaucoup de discussions dans la Loire, et d'ailleurs, on n'a pas présenté, je crois, de candidat contre M. Tissot. Mais je parle d'autres départements, évidemment. On a vu la désunion. Sur les autres départements, parce que pour discuter, il faut déjà vouloir travailler ensemble, travailler sur un programme. Et il y a une culture aux élections départementales du Parti socialiste en 2008 comme en 2011 de n'avoir jamais voulu intégrer les écologistes aux majorités départementales et de ne pas avoir voulu faire des accords aux élections précédentes. Donc là, les discussions étaient difficiles. Que les écologistes sont aussi partie du gouvernement. Donc au bout d'un moment, il ne peut pas y avoir d'union localement et pas nationalement, et ça manque de cohérence. Nous, on a toujours pris nos responsabilités et nous sommes prêts à participer aux exécutifs dans les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux et pourquoi pas au gouvernement, quand nous sommes d'accord sur une politique à suivre. C'est aussi simple que ça. Monsieur Tissot, dernière question, vous êtes toujours avec nous dans la Loire. Vous êtes troisième qualifié donc, dans votre canton, avec un réservoir de voix à peu près plus de 6 points, notamment d'un attelage du Parti communiste et du Parti de gauche. Comment ramener ces voix alors que finalement, pendant toute la campagne, ils n'ont cessé de critiquer l'action du gouvernement dont vous êtes partie de sa majorité. En tout cas, comment les rallier aujourd'hui alors qu'ils vous ont critiqué pendant toute cette campagne ? C'est simple, c'est tenir toujours le même discours, c'est-à-dire nous on parle de politique départementale, la problématique départementale. Simplement un exemple, durant le dernier mandat, au sein du conseil départemental, nous avons voté avec les élus communistes 99,9% des délibérations, voté de la même manière. Donc je leur dis juste, écoutez, soyez cohérents avec vos actes sur le mandat dernier, et j'imagine sur le mandat qui arrive, nous sommes toujours d'accord, quasiment toujours d'accord. Donc je veux bien, nous avons entendu la sanction qui nous inflige à travers ce vote, parce que sanctionner François Hollande, c'est aussi sanctionner les élus locaux que nous sommes. Et je pense qu'ils se trompent de combat, mais j'espère bien que jusqu'à dimanche prochain, nous arriverons à tomber d'accord sur bien des endroits. Merci Jean-Claude Tissot d'avoir réagi en direct depuis Saint-Étienne. Damien Abad,
je voudrais revenir sur la situation. On ira tout à l'heure en Ardèche dans un instant, mais sur la situation dans votre département, c'est plié dans l'Ain. Écoutez, non. Alors, vous allez me dire, c'est jamais plié quelques jours avant une élection. Mais c'est vrai qu'arithmétiquement, on voit pas. C'est comme un match de foot, il faut jouer jusqu'à la 90e minute, les arrêts de jeu compris. C'est du tennis, en l'occurrence, il faudrait qu'il y ait un grand chelem pour la gauche. Oui, voilà. Mais simplement, pas de triomphalisme chez nous. Pourquoi pas de triomphalisme? Parce que je demande à ce que tous les électeurs de la droite et du centre restent pleinement et totalement mobilisés pour dimanche prochain. Pas de triomphalisme aussi parce que vous savez, ce n'est pas la même chose de gagner un département avec une majorité courte ou avec une majorité large, notamment pour mettre en place nos réformes, nos mesures et les propositions très concrètes que nous avons faites dans cette campagne. Et pas de triomphalisme enfin, parce que nous avons aussi des abstentionnistes à aller convaincre et aussi à expliquer que le vote contestataire de premier tour, désormais il est face à un choix très clair, c'est est-ce qu'ils veulent l'un à droite ou l'un à gauche. Et que le sujet aujourd'hui, pour nous, c'est celui-là, et que donc nous devons mobiliser, rassembler, fédérer les forces de notre territoire. Alors je vais vous faire écouter une réaction du président socialiste du Conseil général de l'Ain, Rachel Mazuir. Il revient sur les scores du Front National et livre son analyse. Je pense qu'elle devrait vous faire réagir, Damien Abad. C'est un échec de la droite, la droite républicaine, ou soi-disant républicaine, qui peut-être a tenu un discours qui pouvait ressembler quelquefois à celui du Front National, notamment en parlant de brigades ou de milices pour contrôler les bénéficiaires du RSA. Voilà, un peu de ce populisme-là, eh bien il y a un moment où on préfère toujours l'original à la copie. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Rachel Mazuir, donc, qui fustige votre populisme? Écoutez, d'abord, nous n'avons aucune leçon de républicanisme à recevoir de ce monsieur qui est président sortant du Conseil général et qui n'a même pas le courage de se désister comme son Premier ministre lui demande alors qu'il est 3e et largement battu dans son propre canton. Eh bien, s'il ne veut pas sortir par la grande porte, je suis certain que les électrices et les électeurs le feront sortir par la petite porte. Enfin, notre département a perdu ces dernières années pour 2 raisons. La première, c'est que nous étions trop divisés. Nous sommes désormais rassemblés dans l'ensemble des 23 cantons. Et la deuxième, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment assumé nos convictions. Ne comptez pas sur moi pour s'excuser d'être de droite. Nous assumons nos convictions, nous assumons nos valeurs. Et quand il s'agit de la question de la fraude sociale au RSA, si M. Mazuir veut rester dans le statu quo, s'il veut favoriser l'assistanat, c'est son droit. Les électeurs trancheront. Nous avons la volonté de faire la vraie solidarité. Et c'est en luttant contre cette fraude qu'on pourra redéployer des moyens pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées et pour les jeunes dans notre département. Je précise pour les téléspectateurs qu'on parle de la fraude sociale parce qu'une des mesures que vous aviez proposées durant cette campagne, c'est de créer une brigade en fait qui fasse la chasse aux fraudeurs. Ça a été fait dans un département de France, les Alpes-Maritimes, ils ont économisé 12 millions d'euros. Et dans l'Ain, nous sommes capables d'économiser de l'argent pour le redéployer ailleurs. Nous le ferons, bien entendu, si les électrices et les électeurs nous font confiance. En direct avec nous ce matin depuis Privas, Hervé Solignac, président socialiste sortant du Conseil général. Bonjour Monsieur Solignac. Finalement, on l'avait dit, l'Ardèche reste la meilleure chance pour la gauche de conserver un département dans notre région. Oui, en effet, il semblerait que l'Ardèche soit bien parti pour rester à gauche dimanche prochain. 11 cantons sur 17 où la gauche sera en tête. Un certain nombre de triangulaires, mais partout la gauche est en pole position sur ces triangulaires. Donc je crois en effet que dimanche prochain, l'Ardèche, une nouvelle fois, se distinguera et fera figure d'exception dans le quart sud-est de la France. Alors Monsieur Solignac, dans votre département, je dirais que ce n'est pas une surprise, mais malgré tout c'est une terre de gauche. Le Front National est très présent. J'aimerais avoir votre analyse sur ce que dit ce vote selon vous. Écoutez, en Ardèche, je crois qu'il y a une ruralité qui se sent abandonnée, qui se sent oubliée des pouvoirs publics, parce que, il faut le reconnaître, un certain nombre de services ont disparu, parce que la situation économique de ces territoires, pour les commerçants, pour les artisans, pour les chefs d'entreprise, est plus complexe qu'ailleurs. Et je crois que notre rôle, notre responsabilité, c'est de dire que le Conseil général est là pour servir et n'oubliera pas ces territoires-là. Le Conseil général n'abandonnera pas la ruralité. C'est ce que j'ai répété, c'est ce que j'ai martelé pendant des semaines, c'est ce que j'ai demandé aux candidats de la majorité départementale de dire aussi, et je crois que c'est une explication à la fois de notre résultat, mais en même temps je fais le triste constat que l'extrême droite arrive malheureusement à attirer dans ses filets des hommes et des femmes, et nous avons à nous interroger tous les élus de la République sur la façon dont on peut les ramener dans ce camp républicain. Juste, Monsieur Solignac, que je comprenne bien, vous avez répété ça le long de la campagne, mais visiblement le message que vous a envoyé hier les électeurs, c'est que soit ils n'avaient pas compris le message, soit ils n'avaient pas vu concrètement dans leur vie quotidienne ce que voulait faire ou ce qu'avait peut-être fait le département de l'Ardèche.
vous aurez quand même observé que le score du Front National, même s'il est très haut, trop haut, est moins haut qu'ailleurs. C'est une certitude. Que par ailleurs, contrairement à d'autres départements, l'alternative n'a pas été la droite républicaine, loin s'en faut. Elle réalise un score plutôt médiocre dans ce département, un des plus mauvais scores du Sud-Est, et par conséquent, lorsque les électeurs n'ont pas choisi un candidat du Front National, ils ont préféré un candidat de la majorité départementale de gauche. Merci beaucoup Hervé Solignac, président du Conseil général de l'Ardèche. Daniel Navreau, il a l'air bien sûr de lui, Monsieur Solignac, quant à la victoire possible de la gauche la semaine prochaine. Oui, alors il pourrait tenir les propos inversés de Damien Abad, hein, c'est-à-dire effectivement la prudence est toujours de mise dans ce genre de situation. Donc il est incontestable que l'Ardèche est certainement le département qui peut rester à gauche en Rhône-Alpes, mais laissons quand même se dérouler ce fameux second tour. Alors j'en appelle à votre sagacité maintenant pour le département du Rhône, parce qu'on va essayer de comprendre avec Fabienne Lévy. Donc là c'est un duel assez étrange. Déjà il y a beaucoup de présence du Front National, 12 sur 13 on l'a dit tout à l'heure, et puis un duel entre l'UMP et l'UDI. L'UDI, le centre droit, gouverne ce département quasiment depuis la nuit des temps, enfin en tout cas depuis plusieurs décennies. Là, l'UMP semble bien placé pour l'emporter. Est-ce que c'est ce que vous disent les chiffres ? Oui, alors les chiffres secs, je dirais, donnent a priori une probable avance de l'UMP sur le nombre d'élus UDI. Mais les choses sont un petit peu plus compliquées. Hein. Quel sera le comportement de chaque UMP indépendamment l'un de l'autre? Quel sera le comportement de chaque élu UDI? Le clivage est peut-être un peu plus flou que ce clivage a priori UMP-UDI. Cela étant, c'est vrai qu'on a ce canton dense où on se retrouve avec ce duel qui oppose un UMP et un UDI, j'entends deux binômes, UMP et UDI, dont un binôme UDI composé du présidentiable de l'UDI. Donc là, on a une situation qui peut contribuer à tendre un peu plus les relations entre les deux partenaires. Mais il y a en l'état un avantage à l'UMP, mais avec encore une fois des relations un peu plus complexes qu'on l'imagine. Fabienne Lévy, qu'est-ce qui vous permet, en tout cas Daniel Pommeret, qu'on a vu ce matin, le champion de l'UDI, se dit lui assez optimiste quant à la victoire possible de l'UDI la semaine prochaine, alors que les chiffres semblent contredire cette version. Qu'est-ce qui vous permet, vous, d'être optimiste, si jamais vous l'êtes ? J'aime bien Daniel Navreau parce qu'il a souvent fait preuve d'imagination. Et dans le Rhône secret, on a une tangente qu'on ne connaît pas. On a les chiffres mathématiques et puis on a les équations personnelles. N'oublions pas quand même que dans le département du Rhône, c'est sous les couleurs de la majorité présidentielle du département que se sont présentés la plupart des candidats. Alors si on fait abstraction du fait que dans, je crois, 4 cantons, vous m'arrêterez si je me trompe, je n'ai pas votre force du détail, mais dans 4 cantons, on a l'UMP, UMP, des couples. On a des couples UDI dans 3 cantons et tout le reste, ça a été des groupes, des couples où l'UMP et l'UDI étaient justement en couple et ça se passait bien. Et on voit bien que ça se passe mal quand il y a une désunion. Et je l'ai répété très fort l'autre jour en tant que présidente de l'UDI, on ne peut pas gagner contre l'UMP. L'UDI, quand elle est seule dans le Rhône, on peut juste gagner ensemble. Et quand vous dites que l'UDI a gouverné le département du Rhône avec Michel Mercier, les vice-présidents étaient panachés UMP, UDI. Expliquez-nous pourquoi ces duels. Votre voisin Damien Abad, il a fait l'union partout dans l'Ain et vous pas dans le Rhône. Peut-être que dans l'Ain, parce que justement le département était à gauche, parce qu'il y a une vieille histoire dans l'Ain très intéressante de la droite qui voulait récupérer, de la droite républicaine qui voulait quand même récupérer le département, ils ont été plus intelligents. C'est vrai que c'est plus facile de se battre entre gens dits de droite républicaine. On se dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, les chiffres étant là, le département sera gouverné par une majorité de droite.
droite. Alors qu'il y ait un troisième tour, et ça, on en parlera peut-être la semaine prochaine, un troisième tour qui peut être ouvert. D'ailleurs, Daniel Navraud l'a dit, parce que à Tarare, ce sont des élus sans étiquette, par exemple, parce que à Villefranche-sur-Saône, c'est un couple UMP UDI, enfin UDI UMP qui est en présence. Et d'ailleurs, ça m'amène à dire que le Front National, dans le canton de Glazé, à côté, qui est arrivé en tête de ce canton-là, est arrivé en tête parce qu'il y avait au fond une désunion entre l'UMP et l'UDI dans ce canton, et que nous avons tout de suite, nos candidats de l'UDI se sont tout de suite ralliés derrière le couple UMP-UMP pour faire barrage au Front National. Madame Lévy, il a été battu, hein, donc il peut toujours se rallier. Il a été battu avec les. Mais c'est important que les 17%... Et on ne panache pas les binômes. Mais il est important que les 17% ou les 16, quelque chose % aillent bien vers le candidat UMP. Donc, comme disait Daniel, dans le Rhône, c'est un peu plus secret, c'est un peu plus compliqué. Oui. À la lyonnaise. Oui, à la lyonnaise, on a aussi une situation comparable en Haute-Savoie. Quand la gauche est absente de la scène politique, quasiment. C'est le cas dans le Nouveau-Rhône et dans Haute-Savoie. Forcément, les choses sont d'une grande complexité au sein de la droite et du centre-droit. Je noterai quand même que Damien Abad comme Fabienne Lévy, qui tous les deux sont plutôt des centristes, l'un ayant fini, entre guillemets, et bien fini à l'UMP, parlent de la droite, et quoi qu'il en soit, que le département de l'Ain ou du Rhône serait à droite, et on ne les entend pas parler de centre-droit. Moi j'ai une question pour vous trois. C'est un constat. Juste une chose, je me permets de réagir là-dessus. Ça vous a pas échappé que notre slogan de campagne était l'un de toutes nos forces. On a suffisamment reproché pour dire que c'était un modèle à la France de toutes nos forces, et vous dire que nous on ne parle pas de la droite et du centre droit, on parle de l'union de la droite et du centre. Voilà, l'UDC qui est l'union de la droite et du centre. J'ai une question pour vous trois. Le fait marquant de cette soirée hier, c'est quand même l'implantation, le renforcement de l'implantation locale du Front National. Comment les uns les autres vous interprétez ce vote ? On a parlé tout à l'heure avec Hervé Solinac du sentiment d'abandon, de relégation qu'on avait du reste évoqué sur ce plateau lors de la Voix est libre. Comment les uns et les autres, vous l'entendez, ce vote-là, cette France-là qui nous a parlé hier ? Damien Abad. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un rejet du système politique. Il y a dans le vote Front National un vote anti-système, un vote rejet du système politique en disant tous les mêmes, tous pourris, une fois qu'ils sont élus, ils ne pensent plus à nous. Et ça, c'est un premier sujet, un premier combat. Comment on y répond ? Par la proximité, par l'authenticité et par un discours de vérité en tant que tel. Deuxième chose, c'est l'impuissance du politique et l'absence d'efficacité dans le résultat, qui se traduit par une souffrance économique et sociale, notamment dans les territoires ruraux, qui fait qu'en fait le vote Front National, eh bien, c'est finalement un cri d'alarme, un cri de désespoir. On est d'accord, monsieur Abad, qu'elle ne date pas de l'époque Hollande, elle ne date pas de la présidence Hollande. Oui, mais simplement, la présidence Hollande accentue et amplifie le phénomène, excusez-moi, mais l'hystérisation organisée par le Premier ministre et toute sa bande a renforcé le Front National, a mis le Front National au cœur du jeu et au cœur du système politique. Or, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui gagnent et ceux qui sommes arrivés en tête, c'est la droite. Et je veux dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, seule la droite républicaine, c'est-à-dire l'union de la droite et du centre, est en capacité de gagner face au Front National dans beaucoup de départements. Vous hochez la tête, Fabienne Lévy. Je hoche la tête parce que je pense que tous les hommes et les femmes politiques sont responsables de la montée du Front National, parce qu'effectivement, ça ne date pas, je ne pense pas que ça date de Hollande, mais que ça a été peut-être amplifié, mais sous Sarkozy, ça a continué. Moi, j'ai été élue en 1998, et on le voit au regard des résultats, l'élection nationale, l'élection départementale aujourd'hui a été nationalisée, et on a l'impression de se retrouver, comme il y a 20 ans, avec un Front National qui monte, parce qu'on n'a pas su répondre, non pas aux préoccupations du Front National, mais aux préoccupations dramatiques économiques et de chômage de la plupart des citoyens. Et ce Front National qui monte, on doit le faire baisser, non pas en allant le draguer, mais en répondant très clairement aux soucis qu'ont les gens. Bruno Bernard, une question pour vous. Pourquoi dans des pays d'Europe comme la Grèce, comme l'Espagne, ce malaise s'exprime par un vote plus à gauche, alors qu'en France, c'est un vote plus à droite ? J'attendais plutôt une réponse de votre part. C'est vrai, aujourd'hui, dans les pays d'Europe, il n'y a que la Grèce, même l'Espagne. Il y a une élection ce week-end qui a confirmé plutôt le statu quo que la montée
d'une alternative à gauche. Et je pense, en tout cas pour notre part, nous on ne veut pas une alternative de la gauche, on veut une alternative écologiste, non productiviste, basée sur ce que nous défendons. Oui. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur le premier tour des élections départementales. Le premier tour d'une autre élection se déroulait hier. Il s'agit de la municipale partielle de Vénissieux, 3e ville de la métropole de Lyon. La maire communiste sortante est arrivée en tête, largement en tête, Julien Sauvadon. Oui, bonjour à tous. Elle était l'une de celles qui étaient le plus inquiètes par cette invalidation de l'élection municipale de l'année dernière. Mais Michèle Picard, la maire communiste sortante, a su rebondir et mobiliser. Non seulement elle était arrivée hier soir en tête, comme l'an dernier au premier tour, mais en plus elle a bonifié son score de 7 points. Le PC a réuni hier soir 37,66% des voix. Derrière elle, en seconde position, l'homme qui est à l'origine de l'invalidation de l'élection, l'UMP Christophe Girard. Pour la première fois, il a réussi l'union de la droite. Et ça lui a profité, mais peut-être moins que ce qu'il espérait. Lui aussi, il a bonifié son score du premier tour de l'an dernier en totalisant 28,65% des votes. Absent de l'élection l'an dernier, on attendait hier soir le Front National très haut. Il n'en a rien été. Damien Monchot approche les 16%. C'est mieux là encore que les nationalistes l'an dernier. Mais Vénissieux est décidément bien ancré à gauche. La plus grosse déception de la soirée est sans doute à mettre sur le compte de Lotfi Ben Khelifa, le candidat PS soutenu par Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, le président de la métropole lyonnaise, a terminé 4e de ce premier tour avec 15% des voix. Alors pour le deuxième tour, il y aura donc une quadrangulaire à Vénissieux, comme l'année dernière, à moins que des listes fusionnent. Hier soir, sur notre antenne, le FN a proposé à l'UMP une alliance pour le second tour, que Christophe Girard a refusé. Quant à une fusion des listes PC-PS, ça semble mission impossible, tellement les rancœurs sont tenaces. On avait Lotfi Ben Khelifa du PS qui était avec nous tout à l'heure. Il nous a confirmé que le PS et le PC feraient route séparée pour ce second tour. Michèle Picard, elle n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Merci beaucoup Julien. Voilà. Merci beaucoup Julien, merci aussi à nos invités, merci Paul, merci Daniel. Voilà, on retrouve ce soir un journal spécial, un 19h spécial bien sûr consacré à ces élections départementales. Bon après-midi à tous. Matula. Pour faire justice, le compte est bon. Un cas pour deux, tout de suite sur France 3. Voilà, alors depuis quelque temps, on éprouve des difficultés dans notre couple. Mais encore? De petites embrouilles. Des petites embrouilles de tous les jours. Les embrouilles de tous les jours? Un vague coup de moins bien.